Alors, les caméras dont on va parler, ce sont donc des caméras IDS Nsenso, caméras 3D qui fonctionnent selon le principe de la stéréovision active. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Le principe de la stéréovision, il n'est pas très original. C'est le même principe de fonctionnement que l'œil humain. Donc, quand un être humain regarde un point, le point il est imagé sur chacune des deux rétines. Chaque image rétinienne est une image en 2 dimensions. Et le cerveau fait un travail d'appariement entre ces 2 images pour en déduire une information de distance, une information 3D. Quand on parle de stéréovision, on fonctionne selon le même principe, sauf qu'on n'a pas de cerveau et qu'on n'a pas de pupille. Donc, on va avoir 2 caméras monoculaires, donc des caméras conventionnelles, qui vont regarder un point. Le point va être imagé sur chacun des 2 capteurs, cette fois-ci, et on n'a pas de cerveau, mais on a un PC auquel est reliée la caméra, et ce PC va faire un travail d'appariement qui va nous permettre de déduire une information dimensionnelle, de distance entre le point et l'objet. Alors, vous pouvez déjà faire des liens avec le monde animal et vous poser des questions. Est-ce que tous les animaux voient en 3D de la même façon? Et le premier sujet qui vient en tête, moi qui me vient en tête, qui est intéressant, les poissons, ils n'ont pas de recouvrement sur leur champ de vision. Ils ont un œil de chaque côté. Et du coup, quand ils imagent un point, le point, il n'est pas imagé sur chacune des 2 rétines. Il est imagé sur une seule des rétines. Du coup, ils ont une très mauvaise vue en 3 dimensions. Mais comme ils sont très forts et que la nature est bien faite, ils utilisent des ondes sonores qui se diffusent mieux dans l'eau que la lumière, et donc ils arrivent à échapper à leurs prédateurs. Alors, si on s'en tenait à cette technologie de stéréovision passive, donc avec nos 2 caméras monoculaires, et qu'on appliquait ça à un cas réel, voici ce qu'on obtiendrait. Donc là, on regarde un cas réel, on regarde une tasse blanche avec un dessin de Raptou, et on va voir ce qui se passe si on fait de la stéréovision dans ce cas-là. Donc, vous voyez que les 2 images, elles sont acquises avec des angles de vue différents, parce que nos 2 caméras sont positionnées à un endroit différent dans l'espace. Donc, les 2 images ne sont pas exactement les mêmes. On ne voit pas la tasse sous le même angle. Et si on fait de la stéréovision là-dessus, on va avoir une reconstruction qui est incomplète. Donc là, ce que vous voyez en coloré, c'est les points sur lesquels on a réussi à faire une mesure de dimension. On a réussi à obtenir une information de distance. L'échelle de couleur, elle vous dit que si un point est plutôt bleu foncé, c'est que le point est plutôt proche de la caméra. Si un point est plutôt rouge foncé, ça veut dire que le point est plutôt éloigné de la caméra. Et là, vous avez une reconstruction qui est très incomplète. Alors, pourquoi elle est très incomplète? Parce que dans le processus d'appariement, qui est fait par le cerveau chez l'être humain et qui est fait par le PC, par le driver IDS Nsenso dans le cas de nos caméras, cet appariement, il va chercher pour tout point de l'image gauche à trouver son équivalent dans l'image de droite. Ça, s'il y a du contraste local, on y arrive bien. Si on regarde une zone homogène, on y arrive moins bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire contraste local? Ça veut dire si je regarde le dessin du Raptou, je vais regarder un pixel typiquement sur l'image de gauche et je vais avoir un pixel noir avec au-dessus un pixel blanc, à gauche un pixel gris, en bas à droite un pixel gris foncé. Est-ce que je vais trouver son équivalent dans l'image d'à côté? Oui, je vais sans doute y arriver parce qu'il est très caractéristique, ce pixel. Par contre, si j'ai un pixel qui est tout blanc entouré par des pixels tout blancs, donc que je suis dans une zone homogène, je vais chercher le pixel correspondant dans l'autre image et je vais avoir plein de choix, plein de candidats possibles. Donc, je ne vais pas réussir à faire une bonne reconstruction. Donc ça, c'est les limites de la technologie de stéréovision. Alors, comment on a fait pour parer à ça avec les caméras IDS Nsenso? Hop, on a ajouté un petit élément supplémentaire à nos caméras pour faire de la stéréovision active. Alors, l'élément supplémentaire qu'on a ajouté à nos caméras, c'est un projecteur de motif qui vient se positionner entre les 2 caméras. Et ce projecteur de motif, c'est juste un dispositif lumineux qui va ajouter de la texture en fait sur la scène pour éviter qu'on se retrouve avec des zones homogènes. Alors, si on regarde exactement le même exemple que tout à l'heure, mais que cette fois on utilise de la stéréovision active, comme on le fait avec les caméras Nsenso, ma tasse Raptou, j'ai ajouté un motif dessus.
Et quand je vais faire ma reconstruction 3D, je vais avoir une reconstruction qui va être beaucoup plus complète, tout simplement parce qu'il y aura moins de zones homogènes dans la scène. Pour autant, vous voyez que dans la carte des profondeurs qu'on a reconstruite, il y a encore des éléments, des zones d'information qui sont manquantes. À quoi elles correspondent? En fait, c'est des zones d'ombre qui sont visibles, qui ne sont pas visibles sur les deux images. Si vous prenez, par exemple, cette image qui s'appelle Right Image, là, vous avez une ombre au niveau de l'extérieur de la anse de la tasse. Sur l'image d'à côté, vous avez une ombre qui est à l'intérieur de la anse de la tasse. Donc, vous avez les deux images qui ne contiennent pas exactement le même contenu. Eh bien, ces ombres-là ne seront pas reconstruites. Donc là, dans la Computed Depth Map, c'est un montage qui a été fait à la main où on a superposé une carte des profondeurs avec une image 2D. C'est un montage qui a été fait à la main, donc il n'est pas parfait, mais l'idée, c'est de vous dire que les zones d'ombre de la tasse, qui sont visibles et sur l'image de gauche et sur l'image de droite, sont des zones qui seront non reconstruites. Alors, on va voir au cours de la démo, je vais vous montrer qu'avec les caméras IBS Nsenso, c'est assez simple de trouver des combines pour faire une reconstruction qui soit plus complète et pour ne pas être limité par les zones d'ombre qui sont propres à la technologie de stéréovision. Il y a deux grandes familles de caméras chez IDS, c'est les caméras Nsenso série X et les caméras Nsenso série N. Ce sont deux formes facteurs de packaging qui sont différents. Elles sont dédiées à des applications qui vont être différentes, mais la technologie derrière, c'est la même, à savoir deux caméras monoculaires conventionnelles sur les bords et un projecteur de motif au centre. Je vais aborder maintenant les petites technologies, les petits outils en plus qu'on embarque dans les caméras Nsenso et qui rendent la vie plus facile quand vous voulez faire de la 3D. La première technologie qui est intéressante et que je vais vous montrer tout à l'heure en démo, c'est FlexView. L'idée, c'est qu'au lieu de faire une paire d'images gauche-droite pour une reconstruction 3D, on va faire plusieurs paires d'images. Le motif qui est projeté par l'unité centrale, on va le déplacer. Et avec ces plusieurs paires d'images, on va faire une seule reconstruction 3D. Et en fait, on va faire un filtrage temporel sur cette reconstruction 3D qui va être de meilleure qualité. Donc, l'intérêt de cette technologie, c'est de diminuer le bruit sur le nuage de points 3D que vous allez obtenir. L'inconvénient, c'est que cette technologie, elle est valable que sur des objets qui sont statiques. Si vous avez un objet en mouvement et que vous faites plusieurs acquisitions pour une reconstruction 3D, vous allez créer un flou. Donc là, je vous montre le motif qui se déplace. On a le motif, on a un petit système de jeu de miroir en fait qui est embarqué sur l'unité centrale de projection. On déplace le motif. Pendant que le motif se déplace, on fait plusieurs paires d'images et après on a notre driver qui récupère ces plusieurs images et qui en fait une reconstruction 3D. Si on regarde la comparaison avec et sans, tout à l'heure je vous le ferai en démo, mais là je vous le montre dans un slide. Ce qui va changer, c'est le niveau de bruit sur les images. Donc, à gauche, c'est une image qui a été faite avec une caméra de la gamme N30. Et à droite, même caméra, même configuration, mais N35. La seule différence, c'est cette technologie FlexView. On voit qu'on a une image qui est beaucoup moins bruitée. Tout à l'heure, vous verrez ça encore une fois sur une vraie application. Toujours dans les petits plus qui sont pratiques au quotidien, les systèmes multicaméras. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des zones dans un objet quand on fait une acquisition 3D par stéréovision. Les zones d'ombre ne sont pas reconstruites, tout simplement parce qu'elles ne sont pas visibles par les deux objectifs monoculaires de la caméra. Eh on a une solution très facile à mettre en place avec les caméras IBS Nsenso, c'est des systèmes multicaméras. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit qu'on met plusieurs caméras qui vont regarder un objet sous différents angles, c'est ce que je vais vous faire en démo tout à l'heure, soit, et c'est exactement la même chose du point de vue de l'utilisateur, on va prendre une seule caméra et on va la tourner autour de l'objet. Une autre option, c'est aussi de faire tourner l'objet. Donc, vous faites tourner l'objet devant la caméra, vous faites plusieurs acquisitions et ensuite, en post-traitement, vous fusionnez tous les nuages de points pour avoir l'objet reconstruit dans son ensemble. Alors, c'est très simple à faire. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Ça requiert juste une petite étape supplémentaire qui est une phase de calibration. Alors, il ne faut pas avoir peur du mot, une phase de calibration. Ça veut juste dire en fait de montrer une mire de calibration une fois pour toutes
aux différentes caméras ou à la caméra dans les différentes positions dans lesquelles elle va prendre ses photos. Je vais vous montrer encore une fois tout à l'heure comment on fait. La gamme des caméras N-Senso, pour vous expliquer un petit peu l'idée, donc il y a les deux grandes familles dont on a parlé tout à l'heure, les séries N et les séries X. Les séries N, elles vont travailler jusqu'à 1 million de pixels et interfacées en USB 2 ou GIGI. Elles peuvent être alimentées via Power over Ethernet, donc via le câble Ethernet. Et ensuite, on a les séries X30 et X36 qui, elles, vont monter jusqu'à 5 millions de pixels environ et qui ne vont plus être alimentables en Power over Ethernet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'unité centrale de projection est beaucoup plus puissante, elle requiert plus d'énergie. Et en fait, nous, on vous aide, on vous guide dans le choix d'une caméra plutôt série N ou plutôt série X en fonction des détails que vous voulez voir, parce qu'on a plus de résolution dans la série X, mais aussi en fonction du volume que vous voulez regarder. Si vous voulez regarder si vous voulez travailler une application en extérieur de plein jour à 6 mètres de distance, on va plutôt vous orienter vers une série X où le projecteur de motif est plus puissant. Ensuite, entre la N30 et la N35, la différence, c'est la technologie FlexView. Donc, on va vous orienter vers du N35 si vous travaillez sur des objets statiques. Et la différence entre une X30 et une X36, c'est la technologie FlexView aussi. Donc, pareil, on vous orientera vers du X36 plutôt si vous travaillez sur des objets statiques. Donc, en général, pour le choix des caméras dans la gamme, vous nous appelez, vous nous décrivez votre application et nous, on vous oriente. On ne laisse pas, c'est pas trop l'idée que vous puissiez trouver la bonne caméra qui correspond à votre application tout seul. C'est un peu compliqué. Alors, c'est la fin de la petite introduction technique sur les différentes technologies. C'est tout parfait. Alors maintenant, j'ai fermé le partage d'écran. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer à quoi ressemble mon setup de démo un petit peu. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'on va regarder. J'ai fait un petit setup dans lequel j'ai deux caméras de la série N. C'est deux caméras N35, là, il y en a une ici, une là, qui sont en train de regarder sur la table basse différents objets qu'on va poser dessus. Et à côté de la banane, là, vous voyez une mire de calibration qu'on va ignorer dans un premier temps, mais vous allez voir dans un second temps, je vais vous montrer comment faire une acquisition dans un cadre multi-caméra et vous verrez l'utilité de la mire de calibration. Donc, une fois qu'on a installé sa caméra, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le logiciel qui est fourni avec, qui s'appelle NXView. Donc ça, je vais le partager avec vous. Alors, je vais peut-être partager dans son intégralité. Donc là, vous voyez le logiciel qui est fourni avec la caméra. Le logiciel s'appelle NXView. Il vous affiche le nombre de caméras connectées. Alors moi, dans mon setup, j'ai qu'un seul port Ethernet sur mon PC. Donc, je vais être obligé de faire des acquisitions avec la première caméra, puis de la débrancher, de brancher la deuxième. Et bien sûr, si vous avez un setup plus sérieux que le mien et que vous n'êtes pas sur votre PC portable, vous branchez les deux caméras directement au PC ou à un switch et elles apparaissent ici dans cet outil. Donc là, je vais commencer par lancer la première caméra. Hop, on va l'ouvrir. Et là, vous arrivez sur cette page, qui est donc la fenêtre de contrôle NXView. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez trois grandes vues. Vous avez la vue des camera images, donc ça, c'est les deux images monoculaires du système de stéréovision, DSN-Senso. Vous avez la carte des profondeurs qui vous donne le résultat de la carte de la reconstruction 3D, ici. Et vous avez ce qu'on appelle la 3D view. Donc là, c'est une espèce de modélisation de votre setup dans l'espace. Donc vous y retrouvez votre caméra N-Senso qui est là, l'origine du repère qui est par défaut dans la caméra N-Senso, et puis vous retrouvez votre construction 3D qui est ici. Donc on va voir un petit peu comment optimiser tout ça pour avoir une reconstruction de la meilleure qualité possible. Quand on ouvre le logiciel, on tombe sur cette vue-là qui est la vue des images gauche-droite. La première chose à faire pour faire une bonne reconstruction 3D, pour que ça se passe bien, c'est que vos images 2D soient les plus belles possibles, les plus contrastées possibles. Donc, comment on fait ça? Hop, on va dans sa fenêtre de paramétrage, si j'arrive à l'ouvrir, voilà.
Et là, dans la fenêtre de paramétrage, on tombe sur une fenêtre qui s'appelle Général et sur laquelle vous allez retrouver des paramètres de réglage de caméra conventionnelle. Donc, les plus importants, ça va être les Capture Options qui sont ici, où vous allez retrouver, si vous avez déjà joué avec des caméras et même si vous avez déjà joué avec votre iPhone, vous allez retrouver des choses que vous connaissez comme paramètres. Par exemple, jouer sur la luminosité de la scène, d'accord? Donc là, en l'occurrence, j'étais dans un setup qui était pas trop mauvais, donc j'ai pas trop besoin de le changer. Quand nos images monoculaires sont de bonne qualité, on va essayer d'améliorer la qualité de la reconstruction 3D. Alors juste une petite aparté, vous voyez les espèces, je ne sais pas si vous les voyez bien avec le partage d'écran, mais vous voyez le mouchki qui est projeté sur ma scène, qui est projeté sur ma banane en particulier. Donc ça, c'est donc le fameux projecteur de motif dont je vous parlais tout à l'heure. Je peux le désactiver pour vous montrer à quoi ça ressemble quand je le coupe. Hop, là, ça vous montre des images noir et blanc classiques. Donc, ça, vous voyez que sans le projecteur de motif, il y a plein de zones qui sont homogènes dans mon image. Donc, la reconstruction, elle est de très mauvaise qualité. Alors que si je remets le projecteur de motif, d'un coup, en regardant la configuration par défaut, ça se passe beaucoup mieux. Petite aparté aussi, je suis dans un environnement, là, je suis chez moi, on est face à une baie vitrée, donc il y a beaucoup de luminosité naturelle qui vient perturber la scène. Et vous voyez que pourtant, ça se passe pas trop mal. Le motif, il reste bien visible sur la banane. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des filtres placés devant les caméras des capteurs monoculaires Nsenso pour ne pas les rendre trop sensibles à la lumière ambiante. Donc, ma caméra, elle est principalement sensible à la longueur d'onde du projecteur, de l'unité de projection qui est inconstant. Donc, on a une image là qui est pas trop mal. Maintenant, on va chercher à améliorer la carte 3D. Comment faire pour rendre ça de meilleure qualité? Alors, la première chose, comme dans toute application de traitement d'image, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va restreindre la fenêtre de vue à ce qui nous intéresse dans la scène. Là, vous avez bien compris, je cherche à voir à peu près une banane. Il y a 80% de l'information dans cette image qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais réduire hop, ma région d'intérêt à peu près à la banane. Et déjà, ça me chasse pas mal d'informations inutiles. Tant que je suis sur cette vue, hop, je vais me mettre en pause et je vais essayer de vous expliquer quelque chose sur cette carte, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde d'avoir une espèce de carte en couleur pour donner une information de distance. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte en couleur, en fait? Je change juste le mode d'affichage. Hop. Et l'échelle des couleurs. En fait, si je passe ma souris devant l'un de ces pixels, au lieu de contenir une information rouge, vert, bleu, il contient une information X, Y, Z qui est la position du point imagé, donc la position de ce point sur ma banane, par rapport à l'origine de mon espace, de mon repère, de mon système de coordonnées. Origine qui, je vous le rappelle, si je change de vue, est dans l'œil de ma caméra. Là, ce qu'on voit dessiné en vert, bleu, rouge, c'est le repère de travail de mon système. Donc, j'ai créé une région d'intérêt. J'ai enlevé le mode live, là, je me suis juste mis en pause, c'est pour soulager un petit peu mon PC le temps de faire ses manipulations. Vous allez voir que c'est pas très important. Vous allez peut-être voir un chien passer dans le champ, il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, ce qu'on va faire, on a réduit en 2D la zone de travail. On va aller dans la vue 3D View ici et on va réduire en 3D le champ de travail de la caméra. Alors, laissez-moi vous expliquer. Là, vous voyez un trapézoïde. Tous les points qui sont en dehors de cette trapézoïde vont être filtrés par le système Nsenso. On va toujours chercher à filtrer le maximum de données inutiles dans notre application parce que ça va en général nous simplifier la vie pour la suite. Donc là, je vais aller hop, toujours dans ma fenêtre de paramétrage comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on s'était intéressé à la partie 2D. Maintenant, on va s'intéresser à la partie 3D qui sera ici dans cet onglet Stereo Matching. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sur les 3 premiers paramètres. Vous allez voir, les deux, surtout ces deux-là, Maximum Distance et Depth Range. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir un impact sur ce trapézoïde, sur sa taille et sa position dans l'espace. Vous allez voir, c'est très visuel. Si je diminue la Maximum Distance, qu'est-ce que ça fait? Hop, ça rapproche un peu mon trapézoïde. Je le diminue au max. Hein. Et si je diminue le Depth Range, ça diminue quoi? La taille de mon trapézoïde, son épaisseur. Donc, j'essaie de le réduire pour qu'il soit plus proche de ma banane.
Voilà, là je l'ai réduit, c'est pas mal, j'ai pas trop de données qui vont venir me perturber. Une fois que ça c'est fait, vous avez fait 80% du travail. C'est-à-dire que si je me remets en live, là, hop, je fais tourner ma caméra, je repasse dans la vue 3D qui est ici. Maintenant, je vais pouvoir jouer sur les systèmes de présélection des paramètres qui sont accessibles avec la caméra. Et en fonction de mon application, je vais avoir des résultats intéressants. Là, vous avez en haut de cette fenêtre différents presets, Dynamic Scene Fast pour le plus rapide et Static Scene Quality. Quand vous travaillez en Dynamic Scene, ça veut dire que ça va désactiver la technologie FlexView. Quand vous travaillez en Static Scene, ça va activer la technologie FlexView. Ensuite, en fonction de ce que vous allez choisir comme paramétrage, ça va jouer en particulier sur tous ces paramètres. Il n'y en a pas énormément, si vous voulez, il y en a une dizaine. Tous ces paramètres qui sont dans la partie basse de cette fenêtre, vous n'avez pas besoin, c'est important, vous n'avez pas besoin de comprendre ces paramètres dans le détail pour jouer avec la caméra Nsenso. Ces paramètres, c'est des paramètres qui sont très mathématiques, qui ont un sens en fait dans le paramétrage de l'algorithme d'appariement des images gauche-droite. Quand on veut chercher du détail dans la précision, vous contactez le support IDS et on vous aide à jouer sur ces paramètres, mais c'est pour gratter du pouillem. En général, ce que vous cherchez à faire, c'est utiliser le pré-paramétrage automatique. Vous avez 5 boutons possibles en fonction de votre application. C'est simple à utiliser. Donc, vous profitez de ça. Donc là, je me mets en Dynamic Scene Quality. Je vais faire une acquisition de la banane. Donc, ça veut dire que j'ai la technologie FlexView qui est désactivée. Et ensuite, je vais faire une acquisition de la banane avec la technologie FlexView activée. Et on va comparer la différence de qualité. Donc là, pour l'instant, hop, je vais faire une acquisition 3D sans la technologie FlexView. J'enregistre ça sur mon bureau. Je vais enregistrer un fichier, un nuage de points 3D. Là. Hop. On va appeler ça banane sans FlexView. J'enregistre ça sur mon bureau. Maintenant, je me relance en live. Je vais utiliser le preset qualité cette fois-ci. Vous allez voir tout de suite sur cette image en fait que ça va être beaucoup moins bruité. Voilà, je vais mettre en pause. Enregistrer ça sur mon bureau. Et après, on va les comparer tous les deux. Donc là, ça va être banane avec FlexView. Donc là, je viens de faire ces deux acquisitions. On va quitter le logiciel fourni avec la caméra IDS Nsenso pour ouvrir un logiciel de visualisation. Alors, j'ai utilisé un logiciel de visualisation qui n'a rien à voir avec IDS. C'est un freeware que moi j'utilise, qui est pratique. Et là, je vais charger hop, mes deux fichiers 3D et on va les comparer avec et sans FlexView. Alors ça, c'est une petite subtilité qui est due au logiciel que j'utilise. C'est pas très intéressant. Hop. Alors, ma banane sans FlexView. Je zoome un peu pour que vous voyez quelque chose. Hop, elle est ici. Donc là, vous retrouvez la banane. Vous retrouvez, là sur la gauche, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit en relief la mire de calibration qui est placée à côté. Pour vous donner une ordre de grandeur de la précision qu'on a là, ma mire de calibration, elle fait 1 mm d'épaisseur. Et ce que vous remarquez, c'est qu'au niveau précision, j'arrive à voir ma mire de calibration qui fait environ 1 mm d'épaisseur, donc c'est pas mal. Par contre, mes données, elles sont bruitées. C'est-à-dire que si je regarde les pourtours, par exemple, de ma banane, j'ai des points qui sont un petit peu volatiles. On se rend compte qu'ils ne sont pas exactement là où ils devraient être. Si je regarde exactement la même image acquise avec FlexView, et bien là, mon image, elle est beaucoup plus nette. J'ai beaucoup de moins. Au niveau précision, si vous voulez, c'est à peu près pareil. J'arrive toujours à différencier là des aspérités de l'ordre du millimètre, en l'occurrence, ou du demi-millimètre. Par contre, mes données sont beaucoup plus bruitées. Donc, c'est l'intérêt de la technologie FlexView, évidemment. Alors, par contre, ça ne résout pas de miracle pour l'instant. Toute la partie qui n'est pas visible par la caméra, et en particulier, hop, la face cachée de la banane, eh ben, elle n'est pas reconstruite. Et on va voir tout à l'heure comment
faire, comment avoir des petites combines grâce au système multicaméra pour reconstruire notre banane en entier et voir enfin la face cachée de la banane. Alors, je quitte mon logiciel de visualisation. Hop. Je reviens à mon logiciel NXView. Je me remets en live. Pour des raisons pratiques, je vais me remettre sur un mode, un pré-paramétrage qui est un mode plutôt rapide parce que ça me permet d'avoir plus d'images par seconde. C'est tout simplement plus confortable. Hop. Je vais me remettre en dynamique. Voilà. Hop. On va peut-être fermer ça. Alors, je retrouve ma banane en mode dynamique. Alors, je voulais quand même en profiter un petit peu pour ne vous montrer pas qu'une banane, mais vous montrer que ça peut marcher sur différents types d'objets. Donc là, ce que vous voyez, c'est une banane. Ça a une surface, vous connaissez la surface d'une banane, hein, mais je peux aussi vous montrer sur d'autres types d'objets du quotidien. Là, j'ai une espèce de voiture, petite voiture, hop, en plastique, mat. Donc là, vous voyez la qualité de la reconstruction en mode scène dynamique. Et si on la passe, comme tout à l'heure, en mode statique, pareil que tout à l'heure, vous allez voir que ça va drastiquement diminuer le bruit. Alors là, on a un paramétrage de la caméra qui a été fait plutôt sur la banane, donc on a des zones noires qui sont mal reconstruites. Je ne vais pas la reparamétrer tout de suite, c'est pas intéressant. C'est pour vous montrer qu'on est résistant sur plusieurs types de matériaux. Et je peux vous montrer, hop, aussi, par exemple, sur ce petit cochon en terre cuite, où là, on est sur un matériau, donc c'est de la terre cuite. Attendez, pas dans le bon sens. Donc là, si vous regardez ici, c'est un petit cochon en terre cuite, couleur rouge, et c'est de la terre cuite émaillée. Donc c'est un aspect qui est plutôt brillant, réfléchissant. Et vous voyez, alors il y a une partie, encore une fois, je peux essayer de le paramétrer un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. On a un temps d'exposition là qui n'est pas optimal. Mais si je fais, hop, comme dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il y ait du contraste sur l'image 2D. Et là, j'ai pas une très bonne reconstruction parce que j'ai pas beaucoup de contraste sur mon image 2D. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas très compliqué. Je vais juste augmenter un petit peu mon temps d'exposition. Voilà, maintenant je vais voir beaucoup mieux. Et mon cochon, il est beaucoup mieux reconstruit. Vous pouvez deviner son groin. Alors voilà, c'est juste pour vous montrer sur différents matériaux. Maintenant, on va passer à un sujet qui est vraiment très intéressant avec les caméras Insenso. C'est donc les setups multicaméra. Comment faire pour faire une acquisition de la banane sur les deux faces dans un seul nuage de points. Alors, j'enlève mon cochon, je remets une banane. Hop. Alors, j'ai un peu augmenté mon temps d'exposition sur le cochon. Oh, c'est pas trop mal. Je vais quand même le baisser un petit peu pour être au top. Voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà, c'est pas trop mal. Alors là, laissez-moi vous expliquer l'idée de ce qu'on va faire. L'idée, c'est qu'actuellement, l'origine de notre nuage de points, il est dans l'œil de la caméra. Et bien là, l'idée, c'est qu'on va changer l'origine de ce nuage de points pour la positionner à côté de la banane sur cette mire de calibration, là, sur cette mire blanche que vous voyez à côté. Et l'idée, c'est qu'après, en faisant la même opération sur une deuxième caméra, on va se retrouver avec deux nuages de points de deux vues différentes de la banane, mais qui vont partager le même repère, le même système de coordonnées. Et du coup, on va pouvoir fusionner ces deux nuages de points pour reconstruire facilement, en fait, une scène dans son intégralité. Donc, encore une fois, moi, je vais le faire avec deux caméras. Mais si vous déplacez la caméra autour de la scène, même résultat. Et si on arrivait à tourner l'ensemble banane plus mire de calibration devant une seule caméra, le résultat sera le même. Alors, comment je vais faire pour changer l'origine de mon système de travail, de mon système de coordonnées? Donc là, il est actuellement dans la caméra. Je vais juste aller dans cette petite sous-fenêtre Operation Mode. Je vais passer dans Workspace Calibration. Donc là, ce que me montre la caméra, c'est juste la mire de calibration qu'elle voit dans son espace de travail. Si je vais dans mes images caméra image, là, dans la vue caméra image gauche-droite, je me rends compte que ma mire, elle est détectée, là.
elle apparaît, je vois un nouveau système de coordonnées qui est plaqué sur les images. Et maintenant, je vais juste cliquer sur Set Origin with Calibration Plate, donc juste redéfinir l'origine de mon espace de travail en utilisant une mire de calibration. Donc, la mire de calibration, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, et en fonction de votre application, on vous en vend une plus ou moins grande qui va être plus ou moins confortable à utiliser. Allez, j'ai fini mon nouvel espace de travail. Voilà, ça fait sa petite tambouille. Et maintenant, ce qui devient intéressant, c'est si je retourne dans une vue 3D, si je retourne dans la vue 3D qui est ici, tout à l'heure, mon système de coordonnées, là, mes traits vert, rouge, bleu, ils étaient dans l'œil de la caméra, et bien maintenant, ils sont à côté de la banane, au centre de la mire de calibration qu'on a utilisée. Si je regarde ma carte des profondeurs et que je passe ma souris dessus, hop, bah, tout à l'heure, ça m'affichait des données qui étaient par rapport à l'origine du repère dans l'œil de la caméra. Et là, ça me donne des données qui sont par rapport à la mire de calibration que j'ai utilisée. Donc, en particulier, ma mire de calibration, elle est posée sur mon support. Donc, vous voyez que j'ai une valeur en Z qui varie de 0 à moins 30. Donc, ce qu'il faut conclure, c'est que ma banane mesure à peu près 3 cm d'épaisseur. Donc, maintenant qu'on a redéfini l'origine de notre repère de coordonnées, on va juste faire une acquisition 3D de la banane. Donc, je propose qu'on se remette en mode qualité parce que c'est plus sympa à visualiser après. Hop, je crois que j'y suis déjà. On va vérifier. Ouais, je suis déjà en mode qualité. Donc, on va faire une acquisition ici. Donc, je vais sauvegarder ça, pareil, sur mon bureau. Et je vais appeler ça banane face A. Face A. Et maintenant, on va faire le même travail avec la deuxième caméra. Donc, je quitte mon logiciel. Encore une fois, moi, j'ai qu'un seul port Ethernet, donc je suis obligé de débrancher la première caméra pour brancher la deuxième. Et vous, si vous avez deux contrôleurs Ethernet, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, je ferme la première caméra. Maintenant qu'elle est fermée, je la débranche, donc elle va disparaître hop, de mon outil. Et maintenant, je vais brancher la deuxième caméra, donc qui est située, je vous rappelle, à peu près en face de l'autre, et qui regarde la banane sous l'autre angle. Donc là, j'ai branché mon autre caméra. Ça ne va pas tarder à apparaître. Ça y est, c'est ma deuxième caméra qui est apparue. Hop, je l'ouvre. Alors, que voit ma deuxième caméra? Alors, elle voit ça. Donc, je vais la configurer pour essayer d'avoir une reconstruction 3D qui soit correcte, parce que ma deuxième caméra, elle n'est pas configurée exactement comme la première. Donc, première chose, des images 2D qui soient correctes. Là, on est un petit peu trop exposé. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. Hop. Voilà. On va définir un espace de travail. Alors là, vous voyez le système de coordonnées. J'ai dû jouer avec la caméra tout à l'heure. Donc, il n'est plus dans l'œil de la caméra. Il est là où je l'ai mis tout à l'heure. Donc, on va le remettre. On va faire pareil que tout à l'heure. On va faire en sorte que le système de coordonnées de cette deuxième caméra, ce soit le centre de cette mire de calibration. C'est pas rien de compliqué. On fait exactement pareil que tout à l'heure. Ça se passe ici. Set origin with calibration plate. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé et que j'ai rebranché la bonne caméra. Ok, c'est la bonne. Alors, on va commencer par resetter. Hop. Voilà, on va commencer par faire un reset du système de coordonnées qui se retrouve à nouveau dans l'œil de la caméra. Donc là, je l'ai remis dans sa valeur par défaut. Je vais reparamétrer ma caméra pour voir à peu près correctement une image
3D. Hop, ça se passe ici. Et là, vous vous rappelez, il faut que je joue un petit peu sur mon trapézoïde. Alors attendez, là, mon système de coordonnées, ça n'a pas marché. Je n'ai pas dû cliquer sur le bouton. Mon système de coordonnées, il est resté comme il était tout à l'heure. On va le remettre par défaut. Hop. Alors, ce que je vous propose, comme j'ai un effet démo qui est désagréable et que j'ai une caméra qui ne veut pas marcher, eh ben, c'est pas grave. Je vous ai dit que c'était la même chose d'utiliser deux caméras sous un angle différent ou bien de faire tourner une caméra autour de l'objet. Bah, là, vu que ma deuxième caméra, je ne sais pas ce qui se passe, mais je peux avoir un faux contact, elle ne marche pas correctement, eh ben, je vais faire tourner la première caméra autour de mon objet. Donc, je reprends la caméra de tout à l'heure, je débranche celle-là qui ne peut pas marcher, hop, je rebranche la caméra de tout à l'heure, et je vais la déplacer en essayant de ne pas bouger ma mire de calibration, parce que ça ne marcherait pas bien sinon. Hop. Donc là, je suis en train de tourner ma caméra autour de la banane. Voilà. Donc là, c'est ma première caméra qui est ici. Hop, je l'ouvre. Donc, elle est ici. Je vais la reconfigurer pour bien voir la banane dans cette configuration-là. Hop. Donc là, il faut que je la déplace encore un petit peu si je veux bien voir. Voilà, pas mal. Donc là, je vais, avec cette nouvelle position de la caméra, définir l'origine de mon espace de travail par rapport à cette mire de calibration. Ça se passe ici. Je fais set origin with calibration plate à nouveau. C'est parti. Voilà, c'est pareil que tout à l'heure. Maintenant, si je retourne dans ma carte des profondeurs ou dans ma vue 3D, je me rends compte que l'origine de mon repère, elle est au milieu de la mire de calibration à côté de la banane. Et donc, si je fais une acquisition 3D ici, là j'ai une reconstruction qui est plutôt propre, j'enregistre le fichier 3D. Hop. Après, je peux mettre en pause le système parce que ça soulagera un petit peu le PC. Mesh ici. Donc j'avais déjà la banane face A, j'ai déplacé ma caméra pour faire une deuxième acquisition, j'ai la banane face B. Et maintenant, plus besoin du logiciel NXView, j'utilise mon logiciel de visualisation habituel qui s'appelle Cloud Compare. Je vais ouvrir les deux acquisitions que j'ai faites de la banane face A et face B. Je vais espérer que j'ai pas mis un coup de pied dans ma table basse en faisant ça, parce que ça aurait déplacé un petit peu la mire, mais j'ai fait plutôt attention. Donc face A, face B. C'est une petite subtilité, encore une fois, du logiciel que j'utilise. Et là, ce que vous voyez, c'est deux nuages de points superposés. Donc, vous voyez la phase A qui a été faite avec une certaine position de la caméra par rapport à la banane, d'accord? Et on voit qu'il y a une zone qui est manquante, non reconstruite sur la banane. Sur la phase B, j'ai l'autre zone de la caméra. Et si j'affiche les deux ensemble, miracle de la technologie, je reconstruis. Oh, j'étais dans le mauvais sens. Miracle, j'ai ma banane qui est reconstruite dans son intégralité. Alors, on voit qu'avec mon setup, là, il y a quand même une petite partie, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a une petite partie de la banane qui n'a pas été reconstruite, mais je pense que vous arrivez à voir l'idée en superposant plusieurs nuages de points qui partagent le même système de coordonnées, j'arrive à faire une reconstruction qui est complète. Donc, encore une fois, ça nécessite juste une petite phase de calibration. La mire de calibration, moi, vous l'avez vu présente sur le setup
tout au long de mes manips, parce que j'ai préparé mon setup avant de faire ce webinaire. Mais en fait, la mire de calibration, vous en avez juste besoin une fois quand vous développez quand vous mettez en place votre système pour la première fois, pour que les caméras apprennent leur position. Si vous avez un système multicaméra, qu'elles apprennent leur position les unes par rapport aux autres, une fois pour toutes. Si vous êtes sûr que vos caméras, à chaque fois dans votre système multicaméra, sont à la même position, typiquement le use case typique, c'est si la caméra elle est positionnée sur le bras d'un robot et que vous dites que le robot il va se positionner une position 1, il regarde la banane de face, une position 2, il regarde la banane de dos, et que dans votre application, à chaque fois, le robot va se positionner exactement au même endroit, bah, vous allez juste calibrer votre système une fois pour toutes le jour où vous installerez le robot. Pareil, si vous avez deux caméras fixes qui regardent une ligne de production de part et d'autre, bah, vous allez, le jour où vous installez le système, mettre une mire de calibration visible par les deux caméras. Vous allez calibrer votre système pour que les deux caméras utilisent le même système de coordonnées. Et puis ensuite, la mire de calibration, vous en avez plus besoin. Vos deux caméras fonctionnent dans le même système de coordonnées. Vos deux nuages de points peuvent être fusionnés. Hop, voilà, je ferme cet outil dont j'ai plus besoin. Et maintenant, il nous reste une quinzaine de minutes normalement, et on peut aborder toutes les questions qui vous taraudent. Donc, je vais repasser. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. On va repasser en vue caméra, si ça marche. Voilà, et vous allez me donner vos questions. J'en ai une première là. Est-ce que ça marche dans l'obscurité? La baseline des caméras est-elle réglable? Quelle distance maximum de la caméra fonctionne-t-elle? Je vais les prendre dans l'ordre. Est-ce que ça fonctionne dans l'obscurité? Alors, je vous ferai bien la démo en live. Oui, la réponse, c'est oui, ça marche dans l'obscurité. Ça marche même mieux dans l'obscurité. Je vais juste vous faire une petite démo en live parce que j'ai voulu me mettre dans le cas le plus difficile pour vous montrer un cas difficile avec de la lumière qui perturbe. Mais si vous vous mettez dans l'obscurité, c'est beaucoup mieux. C'est plus simple parce qu'il n'y a pas de lumière parasite en fait. Donc, hop, on va revenir à ma vue de banane là. Je vais me remettre en live. Hop. Donc là, moi, j'ai de la lumière ambiante. Actuellement, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Et maintenant, hop, je vais faire un petit peu d'obscurité. Je vais fermer les volets. Donc là, je ne me retrouve pas dans l'obscurité totale. Mais déjà, je condamne la majeure partie de l'éclairage ambiant. Bah, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'image là, parce que vous avez une image pas de très bonne qualité sur vos écrans, mais mon contraste, il augmente plutôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la luminosité ambiante que j'ai utilisée pour ma démo, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil, dans son spectre, il y a de la lumière bleue qui vient un petit peu faire de la concurrence à notre projecteur, qui est un projecteur bleu. Donc, si on est dans l'obscurité, ça marche plutôt mieux. Le motif, il est plus visible sur les objets de la scène. Donc oui, la réponse, ça peut marcher dans l'obscurité et c'est même beaucoup mieux dans la mesure du possible. Alors, toujours sur la même question. La baseline des caméras est-elle réglable? Alors, la baseline, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, en fait, c'est la distance entre les deux caméras monoculaires. Donc, régler cette distance, ça vous permet de travailler sur des volumes plus ou moins grands. Donc, la baseline est-elle réglable? Ça dépend de la gamme de caméras dont on parle. Sur les N-Senso série N, donc celles que je vous ai présentées là et qui ont le packaging qui est fixe, si vous voulez, non, la baseline n'est pas réglable. Sur les caméras de la série X, la baseline, elle est réglable. Il y a deux choix possibles en fait de baseline. Il y a des extenders qu'on peut mettre ou pas. En général, c'est vous qui nous dites sur quel volume vous voulez travailler. Et nous, on vous guide, est-ce qu'on vous met une caméra avec une grande baseline ou pas? Après, on a des clients qui sont plutôt experts, qui maîtrisent bien la 3D et qui aiment bien pouvoir
reconfigurer les caméras pour travailler sur différents volumes de travail. Là, on leur vend un kit et ils peuvent changer de baseline eux-mêmes. Donc, la baseline des caméras est-elle réglable? Réponse oui sur les caméras Encenso série X. Question suivante. À quelle distance la caméra peut-elle fonctionner? Ça dépend énormément de votre application. Ça dépend du matériau de l'objet que vous allez regarder. Ça dépend de la nature de la scène et ça dépend beaucoup de l'éclairage ambiant. Nos caméras Encenso série X, elles ont un projecteur qui est très puissant et on a eu des applications en extérieur où on travaille aux environs de 10 mètres. Moi, sur les Encenso série N que j'ai utilisées, là, j'étais environ à 30 cm de distance. D'expérience, je peux vous dire qu'une Encenso série N, ça se passe bien jusqu'à quelques mètres. Et en général, quand on va plus loin que 3, 4, 5 mètres, ça commence à être difficile. Le motif est plus vraiment visible. Après, ça dépend si vous êtes dans le noir complet. Le motif restera bien visible assez loin. Si vous êtes en extérieur, en plein jour, il y a la lumière qui vient perturber, c'est plus compliqué. Donc, ça dépend énormément d'une application à l'autre. Gardez en tête à peu près l'ordre de grandeur, c'est jusqu'à 10 mètres, on va dire, à peu près. Et ça, pareil, vous nous demandez, quand vous avez un doute sur une application, vous nous contactez et nous, on discute avec vous, on vous guide. Alors, dans l'exemple de reconstruction de la banane avec plusieurs prises de vue, quelle est la taille optimale de la mire? Peut-il y avoir des soucis si la mire est trop petite? Alors, la mire, on la vend sous différentes tailles. La mire, on vous laisse le choix de l'imprimer vous-même. Je ne sais pas si c'est très intelligent ce qu'on fait, parce que du coup, il y a des clients qui le font pour économiser un peu d'argent. Il vaut mieux utiliser des mires à nous, parce que nos mires, elles sont imprimées avec une résolution qui est très importante. Et du coup, on a une bonne détection de la mire. Quelle est la taille de mire qu'il faut utiliser? Il faut juste utiliser celle qui est la plus confortable pour vous. En fait, en fonction de la caméra que vous allez commander, vous allez avoir une caméra qui va être configurée pour un volume de travail et une distance de travail donnée. Si vous travaillez pour un volume de travail qui fait 10 mètres par 10 mètres et que vous avez une mire de calibration qui fait 10 cm, bah, elle va être toute petite. Vous n'allez jamais la trouver. Ça va pas être top. Donc, on vous vend plutôt une grosse mire. Et moi, là, je travaillais sur un champ qui fait à peu près, je crois, 3 fois la taille d'une banane. Et ma mire de calibration, c'est une mire 7 cm, je pense. C'est en fonction de votre espace de travail. Ça n'a pas une incidence stratégique sur le reste de votre projet. Donc, pareil, vous nous dites, si vous avez déjà une caméra, vous nous dites, j'ai déjà une caméra de telle référence, je cherche une mire de calibration, que conseillez-vous? Et si vous n'avez pas encore de caméra et qu'il vous faut une mire, eh ben, on vous aide à la sélectionner. Le seul problème, si la mire est trop petite, c'est que le logiciel ne la détecte pas. C'est tout. Y a-t-il un SDK pour ces caméras? Quelle est la taille des données pour la banane? Alors, est-ce qu'il y a un SDK? Oui. Nous, on fait des caméras de vision industrielle. Donc, l'intérêt de nos caméras, c'est de les piloter via un SDK en général, pour les piloter depuis votre code et éventuellement automatiser des processus. Et alors, il y a une question qui suit, qui est très intéressante, c'est quelle est la taille des données pour la banane? Eh bien, ça dépend de quelles données on regarde. J'ai créé un fichier 3D là pour vous l'afficher, parce qu'un fichier 3D, c'est sympa, c'est visuel, on peut tourner autour avec la souris, ça fait un peu jeu vidéo, c'est sympa. Donc ça, c'est des fichiers qui sont relativement lourds. Il fait 14 mégas, un fichier. Mais je vous ai aussi montré des espèces de cartes de profondeur, là, des depth maps, si vous vous rappelez, des cartes en couleur. Et quand je passais ma souris au-dessus d'un pixel, ça me donnait une information X, Y, Z. Et bien ça, c'est jamais qu'une image couleur sur 3 canaux. Donc la taille que ça prend, c'est rien du tout en fait. Et dans les 3/4 des cas, on peut faire tourner des algorithmes directement sur cette carte des profondeurs qui va donc peser le poids d'une image 1 mégapixel, donc 3 fois rien. Ça dépend des applications. Parfois, on ne peut pas travailler directement sur cette carte, il faut bosser en 3D. Et des fois, on peut. Ça, pareil, vous nous contactez, on peut vous guider un petit peu. Alors, j'en ai pas parlé, mais dans quel cas, dans quel type de produit on recommanderait la version IR? Donc moi, les caméras que je vous ai montrées, et en général que j'utilise, elles ont un projecteur bleu, c'est-à-dire que la lumière projetée là par mon unité centrale, elle est dans le spectre du bleu. On propose aussi des alternatives avec des caméras qui projettent dans les infrarouges.
Comment choisir l'une ou l'autre? Alors, par défaut, on va toujours vers du bleu, nous, parce que historiquement, nos projecteurs bleus sont plus puissants, tout simplement. Mais c'est moins vrai maintenant. On se met à avoir des projecteurs infrarouges qui sont aussi puissants que les bleus. Ben, on va faire le choix infrarouge, soit quand on veut pas que le motif projeté par la caméra soit visible. Si, par exemple, vous faites une application sur des êtres humains et que les êtres humains, ils n'ont pas envie d'avoir de... Enfin, vous voulez pas que les êtres humains aient de la lumière projetée sur eux, pas parce que vous prenez un risque, parce que c'est de la lumière visible. C'est comme si vous allumiez une torche devant un être humain, c'est pas du tout risqué, mais ça peut leur faire peur aux clients. Et ben, vous prenez la version infrarouge et comme ça, la lumière, ils la voient pas et ça leur fait pas peur. Ensuite, il y a certains matériaux qui vont absorber certaines longueurs d'onde et en réfléchir d'autres. Et ben, certains matériaux, ils vont pas aimer la lumière bleue. On va plutôt opter pour la version infrarouge. Donc, par défaut, on commence toujours avec le bleu. Si on se rend compte que le motif projeté n'est pas bien visible sur la scène, on teste avec la caméra infrarouge. Ça n'a pas d'incidence. Je ne crois pas que ça ait d'incidence sur le prix ou alors une incidence très, très négligeable. C'est plus un choix technologique. Belle gestion de l'effet démo. Merci. Je suis assez fier de moi, je dois le dire. Des conseils pour améliorer l'image avec de forts reflets. Alors, Nsenso, on n'est pas mauvais dans la gestion des reflets. Pourquoi? Parce que dans les paramètres un petit peu avancés, là, moi je vous ai montré comment utiliser le pré-paramétrage automatique des caméras. Si vous vous retrouvez devant une pièce métallique où il y a des reflets partout, vous nous appelez et on va vous apprendre un peu à mettre un petit peu les mains dans le paramétrage. Donc, il faut aller un petit peu plus bas niveau, on va dire. Mais on a une méthode, un algorithme de matching. Donc, l'algorithme de matching, c'est celui qui fait l'appariement entre les pixels de l'image gauche et l'image droite. Nous, on vous laisse le choix entre plusieurs algorithmes et on en a un qui est plutôt robuste à la réflexion. Donc, quand vous avez des reflets sur votre scène, vous nous appelez et on a un paramétrage à vous faire essayer et on voit si ça marche ou pas. Et en général, c'est plutôt très efficace. Ça supprime pas complètement un reflet, hein, c'est pas une solution magique, mais ça permet de récupérer pas mal de données. On avait l'impression que l'image top était moins bonne. Allez-y, je vous écoute. Je peux parler? Ouais. Oui, on avait l'impression que l'image prise vraiment au-dessus, donc en top, était moins bonne qu'une des deux images prises avec l'angle. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'était... Je pense que c'est lié au paramétrage de ma caméra. Moi, j'avais plutôt travaillé le paramétrage de ma caméra pour travailler avec un angle. Et j'ai essayé de ne pas avoir à trop le retoucher. Ça, il n'y a pas trop de raison. En général, dans le setup de la caméra, la façon dont vous la positionnez avec l'objet, c'est assez stratégique. Vous allez voir, notamment pour éviter les reflets, si vous avez des surfaces brillantes, faut essayer de la jouer de sorte à avoir le moins de reflets possible sur votre scène, ou bien de sorte à pouvoir positionner le moins de caméras possible autour de votre scène pour la reconstruire en entier. Parce que nous, on aime quand vous multipliez le nombre de caméras par application, mais vous, en général, vous n'aimez pas trop. Ok. Hier ou bleu, est-ce qu'il est possible de changer en renvoyant la caméra? Non, pas à ma connaissance. Par contre, en général, souvent en caméra Nsenso, on commence par vous prêter une caméra pour vous permettre de faire des études de faisabilité. Et pendant cette période de prêt, vous échangez avec nos équipes support et on est capable de voir si le bleu ne fait pas l'affaire et qu'il faut passer sur de l'infrarouge. Mais par contre, renvoyer une caméra que vous auriez déjà achetée pour la transformer en infrarouge, ce serait plutôt un échange de produits qu'une modification. Parce que je ne pense pas qu'on puisse ouvrir la caméra en deux, ou je ne pense pas que ça ait de sens, si vous voulez, d'ouvrir la caméra en deux pour changer le type de projecteur. Et la dernière question, et on va conclure en beauté, les caméras sont-elles compatibles avec des environnements requérant du matériel robuste? Réponse oui, les caméras sont IP65-67, donc elles sont compatibles avec des environnements industriels dans la mesure de l'indice de production IP65-67. Après, tout dépend de ce que vous faites avec. Si vous voulez rouler dessus avec un tractopelle, ça peut être super. Mais globalement, dans les environnements industriels, IP65-67. Voilà, et on va conclure là-dessus. C'était la dernière question. Il nous reste 25 secondes, donc on est pas mal. Je vous rappelle que chaque fois que vous avez une question technique, soit vous en parlez à votre commercial qui va forwarder un
product spécialiste pas loin de chez vous, soit vous contactez le support technique via notre site internet. On a un formulaire à remplir pour contacter le support et ils répondront à vos questions avec plaisir. Voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et très bonne fin de journée à vous.